Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Et bienvenue chez La Pérouse. Stéphane De Groot, je suis très heureux de vous recevoir pour la première fois. Moi aussi. C'est bientôt Noël et j'ai un cadeau pour vous. J'ai une barbe blanche comme le Père Noël. Et mon cadeau, c'est offert par le parrain de cette émission, les éditions Assouline. Je sais que vous êtes un pilote de course, vous aimez les voitures anglaises parce que vous avez du goût. Et les éditions Assouline publient ce troisième ouvrage consacré à James Bond. Ils en avaient fait 2 autres, mais là c'est sur les voitures et les véhicules de tous les films. Ayant moi-même grandi dans une Aston Martin DB6, oui, mon père avait cette voiture. C'est ça votre côté carrossé? Tout à fait, merci. Je vous en prie. Bref, c'est un livre vraiment magnifique qui fait rêver et qui est un très beau cadeau de Noël pour vous. Je vous remercie. Joyeux Noël. Merci, joyeux Noël, Frédéric. Je ne le déballe pas tout de suite. Vous pouvez l'ouvrir si vous voulez. Et j'en profite pour annoncer qu'au printemps prochain, Assouline va faire un livre sur la Pérouse. Ah bon? Oui, oui. Et il sera aussi lourd que celui-ci? C'est moi qui écris le texte, oui, bien sûr. Où trouvez-vous le temps, Il y aura Frédéric? votre photo dedans. Ça parle de vous beaucoup. Ah bon, je suis très honoré. Voilà. Bien. Donc, bonsoir Stéphane. Rebonsoir Frédéric. Vous publiez déjà votre 7e livre. Les gens croient que vous êtes un acteur, alors que vous êtes un pilote de course et un écrivain. Alors, je ne me considère pas du tout comme un écrivain. Alors, vous allez me dire pourquoi, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui écrit et un écrivain? Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui écrit et un écrivain? Très bonne question, Frédéric. Je pense que c'est un écrivain, c'est quelqu'un qui gagne véritablement sa vie en écrivant. Donc, c'est le métier principal. C'est pas parce que vous faites la cuisine que vous êtes un cuisinier. Exact. Je pense que c'est ça. Donc, mais oui. Vous êtes devenu célèbre en lisant vos propres textes à la télévision. Jusque-là, je ne me trompe pas. Non. Alors, c'est très C'était bien vous dit. qui écriviez vos chroniques. C'est vrai. Oui, bien sûr que c'est moi qui les donc écrivais. Vous êtes un auteur, alors. Vous n'êtes pas un écrivain, mais vous êtes un auteur. Voilà, je préfère ce terme. Très bien. Il est plus juste. Je vais vous demander quand même, pendant l'heure d'émission, de ne pas me contredire systématiquement à chaque question. Pourquoi? Ça va être compliqué. Vous aviez un trouble de l'attention dans votre enfance. Mais pas là. Là, je vous écoute. Et je voulais savoir si vous étiez complètement guéri. Parce que là, justement, là, je vois que vous aimez quand même... Vous aimez interrompre. C'est la digression, peut-être, plutôt. Non, mais c'était vraiment diagnostiqué, sérieusement. Non, c'était diagnostiqué. Un TDAH. C'est les initiales de quoi? De ça va pas bien. Très bien. Et qu'est-ce que... Non, mais ça veut dire que vous n'arriviez pas à vous concentrer. Je ne savais pas ce que j'avais. Je pensais que j'étais pas fini. Oui, agité, que j'étais vraiment pas fini, ou que rien ne m'intéressait, ou que j'étais tout simplement très con, parce que je comprenais pas ce qu'on me disait. Vraiment, hein. Et je pense que c'était pas inexact, d'ailleurs. Puisque je ne pouvais rien apprendre. J'étais forcément moins instruit que les autres. Ça, c'est toujours le cas. Et donc, je ne pouvais pas me concentrer plus de 3 minutes sur quelque chose. Enfin, sur quelqu'un, oui. Mais là, ça va être difficile pendant 1 heure de discuter. Je fais un effort. Mais comme je vous aime beaucoup, merci. Je m'applique. Non, mais blague à part, comment on fait pour jouer au théâtre en apprenant un texte et en jouant des pièces de théâtre tous les soirs sur scène quand on est incapable d'apprendre un texte? Alors, c'est pas pour vous contredire, mais je ne l'apprends pas tous les soirs. Donc, elle est apprise une fois pour toutes, la pièce, parce que vous venez de dire que je l'apprends tous les soirs. Non. Je l'apprends. Vous devez réciter votre texte. Ne m'engueulez pas, Frédéric. Je vais le frapper. J'y suis pour rien. Le truc, c'est qu'effectivement, je ne pouvais rien retenir, je ne pouvais rien faire, mais à côté de ça, quand quelque chose m'intéressait, me passionnait, j'étais très concentré sur la chose. Ce qui est apparemment le syndrome du TDAH, c'est quand ça le concerne, enfin quand ça concerne quelque chose d'intéressant, il se concentre. C'est vrai que 7 livres, c'est beaucoup pour un dyslexique, parce que vous étiez aussi dyslexique. Oui, j'ai la totale. Vous dites tout ça dans le livre. Alors, pour remettre les choses de nouveau dans le droit chemin. En mémoire de mes souvenirs aux éditions de l'Observatoire. Je ne sais plus si je l'ai montré, c'est pour ça que c'est la 3e fois, mais moi je suis ravi, s'il y en a une 4e. J'aurais tendance à vous dire, vous ne l'avez pas encore montré. C'est peut-être moi qui ai un trouble de la mémoire immédiate. C'est un autre trouble. Oui. Un trouble en plus, vous voulez dire? Oui. Moi, je trouve ça assez rassurant d'avoir des troubles. Le poisson rouge, qui tourne dans son bocal et qui croit qu'il arrive pour la première fois au sud du bocal. Oui, exactement. Revenons à votre dyslexie enfantine. S'il vous plaît. Oui, alors, c'est pas... On écrit des livres alors qu'on est dyslexique? Non, alors quelle est cette arnaque? Je vais vous dire un truc, c'est que il faut être très, très objectif. J'ai écrit plusieurs livres. Je considère que celui-ci, c'est le premier vrai livre.
puisque je raconte une histoire, parce qu'il y a une narration, parce qu'il y a, il y a un contexte, il y a un propos, il y a j'espère, un peu de style. Un livre de mémoire, de souvenirs, c'est vrai, je vous le confirme, c'est peut-être votre premier livre. Voilà, c'est mon premier construit, vrai livre. Qui n'est pas juste fait de chroniques ou d'aphorismes. Ou de pensées, exactement. Donc, disons que c'est mon premier livre, et j'en ai fait 6 auparavant pour accoucher de celui-ci. C'est peut-être aussi pour ça que je ne me considère pas comme un romancier ou un écrivain. Vous êtes un jeune romancier, débutant. Voilà, j'aime bien cette idée. Voilà, oui. Vous refusez de faire une thérapie, vous dites ça dans le livre, vous refusez de faire une thérapie. Alors donc, quand on a autant de problèmes, pourquoi refuser de demander de l'aide? Parce que je trouve pas ça si mal d'avoir des problèmes. Ça me permet de me soigner. C'est bien de prendre soin de soi et d'avoir une activité qui est censée nous amener vers quelque chose de meilleur. Mais comme assez vite, je me suis bien entendu avec moi-même, puisque je ne m'entendais pas vraiment avec les autres, enfin les autres ne s'entendaient pas bien avec moi, j'ai dû me trouver un associé, un copain, un complice. Et très vite, je me suis trouvé assez à l'aise avec moi-même là-dedans. D'accord, très bien. Ce n'est pas de la prétention. Hein, non, mais... Et du coup, je me suis construit avec l'autre, c'est-à-dire avec moi. Et tous les deux, on s'est construit une carapace, un univers singulier. Et donc, j'ai eu peur de le confier à une tierce personne. On allait être 3, ce qui fait beaucoup. Cette personne est normale. Non, et j'avais peur que quelqu'un... Moi, j'ai appris à grandir de travers. C'est comme ce vase qui se brise, et puis vous le recollez. Puis il y a cet art japonais que vous connaissez sûrement, évidemment, qui tend à combler les interstices avec de l'or, une décoration. Oui. Et en fait, à l'arrivée, ce vase est plus joli que le vase tout propre et tout beau. Vous avez mis du temps à vous accepter et à avec vous aimer. C'est ça que que raconte le livre, tout à fait. Et j'avais pas envie de confier ce vase de travers à quelqu'un qui allait, soi-disant, le remettre droit. Bien sûr, mais j'ai appris énormément de choses sur vous en lisant ce livre. C'est vrai, c'est un livre très intime, très personnel. Donc je suis désolé, je vous dis la même chose. Comme à Justine Lévy que j'ai reçue, je suis désolé parce que je vais vous poser des questions indiscrètes. Mais s'il vous plaît, je suis là pour ça. Bon, très bien. Vous êtes enfant de divorcé. Oui. Est-ce que c'est la source, la cause de tous vos mots MAUX ou de vos mots MOTS? Je pense que c'est... Pour tous les enfants qui ont des parents divorcés, a priori, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très, très agréable. Mais à l'arrivée, ça m'a permis aussi de voir un couple qui ne fonctionne pas, qui ne s'aime pas. Et puis après, ma mère s'est remariée et j'ai vu ce que c'était que l'amour au sein d'un couple. J'ai compris pourquoi un homme et une femme pouvaient rester ensemble pendant 1000 ans. Et j'ai trouvé ça assez merveilleux. En fait, à l'arrivée, j'ai trouvé ça très bien que mes parents divorcent. Parce que ma mère a rencontré l'amour et m'a montré ce que c'était, indirectement, ce que ça pouvait être que d'aimer quelqu'un de manière inconditionnelle tous les jours. Votre père dirigeait Texaco en Belgique et buvait. Mais pas de l'essence, il buvait de l'alcool. Oui. Et beaucoup. Votre mère s'occupait d'une école pour enfants handicapés. Oui. Et à l'époque, vous avez beaucoup grossi. Vous étiez harcelé à l'école, vous étiez, on se moquait de vous parce que vous étiez différent et tout ça. Et tout ça aussi, c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup de. Je veux pas faire dans la victimisation, ça me passionne pas. Parce qu'il y a des gens qui ont des vies bien plus malheureuses que les miennes. D'ailleurs, vous ne le faites pas dans votre livre, mais quand même, c'est une enfance un peu spéciale. Et on va rentrer dans les détails, mais c'est vrai que. Est-ce que vous pensez pas aussi? Par exemple, quand votre père, qui travaille chez Texaco, vous emmène voir des courses automobiles, qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard dans la vie? Pilote automobile, et vous le faites pendant 10 ans. Oui, mais je pense que s'il m'avait amené voir des centres de ski à Pittsburgh, je ne serais pas devenu... champion de ski? Non. Moi, ce qui me plaisait, c'est qu'il y avait le bruit, la fureur, la représentation du pilote que je trouvais assez formidable. Et ça me faisait penser à des chevaliers des temps modernes, je trouvais que ça avait de la gueule. Et comme je me sentais pas forcément très bien déjà, je me suis dit, mais j'ai envie d'être dans la représentation. J'ai envie d'exister, que les gens me regardent en me disant « Waouh !» Il m'aurait amené à la NASA voir une fusée qui partait pour Saturne. Je vous aurais dit voilà, je voulais être astronaute. Donc c'était quelque chose d'assez flamboyant qui m'excitait. Mais est-ce que c'est vrai que lui allait boire dans les bars et vous demandait à 11 ans de conduire la voiture pour le ramener? Oui. Donc déjà, il m'avait appris à conduire dans le quartier. On était dans un quartier résidentiel à Bruxelles, plutôt bourgeois, confortable. Et donc, il n'y a pas beaucoup de voitures. Donc, j'allais sur ses genoux. Et puis après, je n'allais plus sur ses genoux. J'étais seul au volant. Mais à quel âge? Vraiment 12-13 ans, vraiment. Ah oui.
Et puis comme il sortait le soir, moi j'étais le week-end chez lui, et il buvait beaucoup, donc trop, que pour rentrer seul. Et donc je prenais le volant de la voiture, je le ramenais. Et vous ne vous êtes jamais fait arrêter par la police? Je pense qu'il trouvait ça moins dangereux que je sois moi au volant que mon père. Parce que comment tu expliques ça à la police? Mais parce qu'un jour, c'est lui qui a pris le volant. Il avait été dans un bar un peu plus loin, beaucoup trop loin. Est-ce que c'était l'archiduc? Non, c'était pas l'archiduc, parce que là, on serait plus là du tout. L'archiduc à Bruxelles. Pour ceux qui connaissent l'archiduc, on embrasse l'archiduc, bien sûr. Entendu. Mais enfin, c'est l'endroit où souvent le chanteur Arnaud se rendait. Oui. Ça donne une idée. Ça donne une toute petite idée, au Poulvourde aussi. Voilà. Ça donne une deuxième idée. C'est une petite indication. Non, et François Damiens. Ouais. Voilà, comme ça on a vraiment la brochette. On sait qui vide le bar. Non, il y a un jour, mon père il y a pas mal de tunnels à Bruxelles. Oui. Et en rentrant d'un bar, eh bien la voiture n'a pas pris la bonne route. Donc il a loupé son virage et on s'est retrouvé en bascule sur le tunnel à Bruxelles. Donc là, c'est pour ça que je vous dis que c'était moins dangereux. C'était mieux si c'était vous qui conduisiez la voiture. Voilà. Bon, alors, vous avez quand même été pilote de course pendant 15 ans, ça c'est vrai. De 1985 à 2000 tours, en Formule 3000 et Porsche Cup. Oui, j'ai fait toutes les disciplines pendant 15 ans. Mais au début, j'étais très mauvais pilote. Enfin, de nouveau, c'était la représentation. Tout comme comédien plus tard. Je voulais être comédien parce que je croyais que c'était chouette. Mais j'étais très mauvais comédien. Je ne dis pas que je suis bon comédien aujourd'hui. Mais vous vouliez être aimé? Je voulais exister. Donc exister, est-ce que c'est vouloir être aimé? Ce qui est très bizarre, c'est que vous avez la vocation d'être pilote automobile en voyant Gilles Villeneuve se tuer à 32 ans. Oui, parce qu'il fallait une des journaux. C'était pas tant que je voulais mourir, c'est que cette vie de risque et de flamboyance et un métier sacré que tout le monde, il y a une espèce de communion qui s'organise autour de ce genre de choses, du sport spectacle comme celui-là. Et je trouve ça merveilleux que plein de gens le regardent, l'honorent, en l'occurrence à l'occasion de sa mort, certes, mais il y avait un événement extraordinaire qui m'a complètement excité et bouleversé. C'était pas la vitesse, parce que vous dites j'étais un pilote lent. Au début, c'est embêtant. Ça va pas ensemble. Hein. Un alcoolique sobre, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, oui, j'étais un conducteur rapide et un pilote lent. Mais vous avez quand même en 15 ans, gagné beaucoup de compétitions. Oui, après, j'ai gagné des courses et je suis même devenu champion, comme on dit. Mais au début, c'était pas du tout gagné sans jeu de mots. C'est un jour un pilote qui m'a dit « Mais Stéphane, je ne comprends pas pourquoi, avec cette voiture-là, tu es dernier, alors que tu as la même voiture que moi et que je gagne beaucoup de courses. » J'ai dit « Mais je ne peux pas me l'expliquer. » Il me dit « Mais moi, je vais te le dire. Sur un circuit, là, sur ce circuit, il y a 10 virages et tu es à 1 seconde des temps du premier en étant dernier. Ce qui veut dire que tu es par virage à 1/10 du résultat. C'est un petit truc. Mais si tu penses à ce petit truc en plus à chaque virage, tu vas gagner 1 seconde et tu vas gagner des courses. Et ce petit truc en plus, ça m'accompagne encore aujourd'hui. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, j'essaie d'y mettre ce petit truc en plus. Un petit peu plus, un petit peu plus que les autres. Je vais y penser pour mes préparations d'interview. Vous avez fait déjà pas mal de petits trucs en plus. Votre vie a quelque chose de surréaliste, c'est vrai. Par exemple, c'était les raviolis qui finançaient vos courses automobiles. Oui. Vous fabriquiez des pâtes à la maison. Oui. J'aimais ça et j'aime toujours ça, faire la cuisine. Un jour, je fais des raviolis à la maison, j'en mets partout, la farine, j'en mets partout, et ma mère me dit ils sont bons tes raviolis. Et le lendemain, je parle avec un de mes copains qui a un restaurant, il me dit c'est bon tes raviolis, est-ce que tu veux pas me faire quelques portions que je vendrai à mes clients? Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des portions pour lui, et puis j'ai commencé à en vendre à d'autres restaurants, et j'ai eu comme ça une quinzaine de restaurants à qui je vendais mes raviolis. Mais dans le même temps, j'intégrais une école privée, parce que j'avais à ce moment-là 25 ans et que j'avais toujours pas mon brevet. Mais c'est vrai en plus. Pardon de rire. Non, j'ai pas ri. Non, mais c'est parce que c'est un rire qui n'est pas mon cœur. On coupera. Du tout. J'espère que non. Non. Du coup, j'ai débarqué le premier jour avec un peu de farine, parce que je venais de livrer mes raviolis. Mais 3 semaines plus tard, j'arrivais plein de farine. Le professeur vous a soupçonné de comportement illicite. Bien sûr, bien sûr. Quel tic avez-vous emprunté à Louis de Funès? Parce que, par exemple, vous étiez fan de Louis de Funès. Quand un type l'ennuie, il fait quelque chose que j'adore. Il fait
Il prend un air exaspéré quand quelqu'un parle trop longtemps. J'adore aussi la veulerie de Louis de Funès dans le grand restaurant. Quand il y a un client important. Bien sûr, c'est magnifique. Mais vous, c'est quel tic que vous préférez? Il y a plein de choses. Là, je suis sur scène pour le moment. Ça me fait plaisir d'ailleurs de me dire que vous allez venir bientôt. Oui. Ça fait 6 mois que je vous invite. C'est vraiment très touchant de votre part. Bien sûr, j'ai vu. J'ai vu, mais c'est pas parce que vous avez vu des affiches que vous avez vu la pièce. Oui. Vous avez aimé l'affiche. J'adore ce que vous faites. Je suis venu sans vous le dire. Oui. Bien sûr. Oui. Il y a du monde dans la salle. Oui, c'est ça. Moi, je vous ai pas vu en vous le disant. Mais sur scène, par exemple, j'ai un personnage, un rôle qui était d'ailleurs écrit pour Pierre Arditi, et que j'ai le plaisir d'endosser chaque soir. Et alors les spectateurs me disent qu'il y a du De Funès là-dedans, mais je m'en rends pas compte. Je pense que c'est une énergie, une attitude que j'emprunte inconsciemment. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est surtout pas le plagier ou... Il y a un élément quand même, c'est bizarre, personne vous en a parlé, je vous ai vu sur des plateaux télé, je crois pas qu'on vous en ait parlé, c'est quand même ce viol. Oui. Donc vous avez été C'est vrai que personne m'en a parlé. C'est très bizarre. C'est parce que c'est vers la fin du livre, et à mon avis, les journalistes ne lisent que la première partie. Ou alors la toute fin. Oui. Mais c'est quand même y a quelque chose de fondamental. Probablement aussi que vos problèmes sont possiblement venus de là. Bon, j'explique. À 12 ans, votre père a une nounou. Oui. Elle a quel âge? Elle a 23 ans, 24 ans. 23 ans. Et elle vous caresse, elle vous touche, elle vous viole, quoi. C'est un viol de pédophile. Alors, moi, je ne l'ai pas pris comme ça. Enfin, je le prends pas comme ça. C'est quand j'ai rencontré ma femme et que je lui ai raconté cette histoire. Après, je vais peut-être raconter en 2 mots pour comprendre. Et que, bon, on est allé voir un psy de couple, bref, pour essayer que les choses aillent mieux entre nous. Et puis, elle a dit au psy, Stéphane, il faut que tu expliques ce qui t'est arrivé. Parce que tu as vécu un trauma important. J'ai dit, mais non. Et donc, je raconte au psy qui me dit, effectivement, vous avez vécu un viol, vous avez été abusé. En fait, cette fille au père, le week-end 1, elle me montre comment on embrasse, intimement. Week-end 2, elle me met la main dans mon pyjama et je découvre à ce moment-là que je suis un garçon, en fait, je suis un mâle. Week-end 3, elle m'invite dans sa chambre. Et au moment où j'arrive dans sa chambre, elle est nue, elle me demande d'être gentil avec elle, sans faire d'acte sexuel vraiment, mais de faire ce qu'on peut à cet âge-là. Donc je me dis, tiens, il se passe un truc bizarre, mais elle est très jolie, et je trouve pas ça désagréable. Oui, mais enfin, à 12 ans... Oui, c'est trop tôt, on est bien d'accord. C'est beaucoup trop tôt, bien sûr. Si ce n'est que, en ayant vécu ça, je pouvais pas dire au psy que j'étais traumatisé et que ça n'allait pas du tout, puisque je garde un souvenir positif de ça. Donc je me suis dit, c'était un trauma positif. Il est certain que si ça avait été un homme de 23, 24 ans envers une jeune femme de 12 ans, là on était vraiment... Mais c'est un hasard complet, mais il y a à peine quelques semaines, je recevais ici Mishka Assayas, à qui il est arrivé une chose similaire avec sa prof d'école. Elle lui a donné rendez-vous chez elle, il avait 14 ans, et elle lui a un peu, pas un peu, violé, quoi. Oui, c'est le mot qu'on emploie pour quelqu'un en dessous de 15 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise ce terme. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'on parle de viol, effectivement. Et à l'époque, vous le savez, c'était pas interprété de la même manière. Et tant mieux qu'aujourd'hui, on puisse mettre ce mot-là sur ce genre de choses, bien sûr. Mais non, mais si vous en parlez dans le livre, c'est aussi peut-être parce que ça vous, quand même, je sais pas, vous avez besoin d'en parler. Sinon, j'en parle parce que ce livre, à la base, moi, je voulais pas écrire ce livre, je voulais pas raconter ma vie. Je trouvais pas ça très intéressant de dire que j'aime les radis et que James Bond était un type super. Je trouvais pas ça intéressant. C'est Muriel Beyer aux éditions de l'Observatoire qui m'a dit, je pense que tu as des choses à raconter par rapport à pilote de course, comédien, enfin bref, la dyslexie, et c'est par ça que tu te fais connaître. Donc, je mets 2 ans à accepter l'idée. Et je mets 6 mois à trouver la première phrase. Donc déjà, j'y vais à reculons. Mais je me dis, à partir du moment où j'y vais, je vais chercher dans les cartons toutes les pièces du puzzle. Et cette pièce fait partie du rouage, de l'image, de ce que je suis, de ce qui m'a construit. Donc je ne pouvais pas ne pas raconter cet épisode. Mais je sais pas si vous allez partager ça avec moi, mais je pense qu'avec le temps,
on a beaucoup plus de facilité à dire les choses, à être transparent sur soi-même, envers les autres. On travestit un peu moins les choses. Oui. Et moi, je trouve que c'est même la qualité de ce livre, je trouve, c'est qu'il est extrêmement sincère, extrêmement humble, et que malgré tout, vous faites aussi œuvre d'écrivain, même si vous n'aimez pas qu'on vous le dise, parce que vous mettez des mots sur des choses qui sont violentes, malgré tout. Je vous remercie. Le divorce parental, vous parlez aussi de votre frère, schizophrène, toxicomane, alcoolique... Voilà, ça a dû être compliqué, cette enfance. J'ai l'impression d'être Mireille Dumas. Vous êtes beaucoup plus jolie. Non, mais qu'est-ce que... Est-ce que aussi cette envie d'être vu comme pilote d'abord, puis comme comédien, ça vient aussi peut-être de la difficulté de cette famille, de ce frère, voilà, je sais pas. Je suis pas certain que tous ces problèmes, parce que ce sont des problèmes quand même assez denses dans une famille, mais je pense que le problème de mon frère, c'est ma mère qui l'a pris en pleine poire. Le problème de mon père, c'était surtout un problème pour lui. C'est-à-dire que je me suis... j'ai trouvé une issue dans tout ça. Oui. Et en fait, c'est ça l'enseignement premier que je retire de tout ça. Et quand il y a des plus jeunes qui me parlent de mon livre et qui me parlent de leurs problèmes, et j'enfonce une porte ouverte, certes, mais de tous ces problèmes, de les mettre de côté et d'en faire vraiment quelque chose, un support, de vous aider à considérer ça comme une marche d'escalier et de monter plus haut encore, de pas être écrasé par ça, mais au contraire, de pouvoir monter dessus et de s'élever. Mais c'est exactement ce que dit Jean-Christophe Granger. Alors pour le coup, lui aussi, à votre place, il est venu il y a pas très longtemps. Son père essayait de tuer sa mère. Il a essayé de le kidnapper quand il avait 7 ans. C'était vraiment très 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 violent. Un divorce violence conjugale, etc. Et lui est devenu romancier, écrivant des histoires horribles et des thrillers épouvantables et tout. Mais vous êtes parti dans l'absurde. Quand on vous a découvert à la télévision, c'était avec des textes qui prennent un mot pour un autre, avec des à peu près, des calembours, Mais je vais vous dire franchement, je pense que c'est la normalité que je trouve absurde. Ce que je fais, mon univers absurde, c'est de prendre du recul, c'est de voir les choses de biais, c'est du coup de les observer, de les voir, ce recul que je prends, parce que c'est ça l'absurde, c'est voir les choses autrement, mais la chose, c'est la même chose, c'est un autre prisme. Je pense que c'est tout sauf absurde que de voir les choses de manière absurde, si vous me suivez. Oui, mais c'est votre talent à vous. Franchement, vos textes de chronique, Voyage en absurdie, se sont vendus à 300 000 exemplaires. 350. Voilà. Vous voyez, je sous-estime votre succès. Mais ça, c'est une preuve que, justement, vous étiez fait pour ça, en fait. Votre dyslexie, c'était votre talent. Vous avez raison. C'est ça qui est ça a mis du temps. Pareil, ce que je dis à des jeunes gens... des jeunes filles qui se cherchent un peu, parce que j'en parle dans le bouquin, c'est que on veut tous ressembler, avec les réseaux sociaux, on veut tous ressembler à quelqu'un, on veut être plus grand, plus fort, plus intelligent, mais on se perd. À terme, on ressemble plus à personne. Ma chance, c'était de m'accrocher à ce défaut, à ce problème. J'aurais pu essayer d'apprendre à écrire plus correctement, j'allais dire, d'être moins absurde, de convenir à ce que les gens attendaient mais je me serais perdu, en fait. Et pour toutes les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, à un moment donné, ça a marché pour toutes ces raisons-là. Oui, c'est fou. Mais ça a marché tard. Hein. Vous débutez votre carrière au cinéma à 45 ans. Oui. C'est quand les chroniques chez Canal? C'est il y a 12 ans, 12-13 ans. Oui, c'est ça. Ça a été très tard. À 45 ans, je suis sollicité par Canal, et à 46 ans, je démarre... oui, c'est tard. Vous arrivez à France 2 d'abord, avec une VHS. Oui. Et puis finalement, vous remplacez la Miss Météo de Canal. Il y a eu, j'aurais pu écrire 300 pages de plus sur les anecdotes de ce type naïf qui vient de nulle part, de Bruxelles. Je dis pas que Bruxelles c'est nulle part, mais c'est-à-dire que c'est pas là que ça se passe. C'est-à-dire que si on veut
être moniteur de ski, on va à la montagne. Si on veut être marin, on va en Bretagne. Si on veut être comédien, on vient à Paris. Ouais. Et donc, je connaissais pas la route de Paris. Enfin, je savais pas par où il fallait aller pour exister dans ce monde-là. Du coup, je suis passé par 1000 idées plus absurdes les unes que les autres. Alors, il y a quand même, vous rendez hommage à l'improvisation parce que vous avez franchi la porte d'une école d'improvisation à Bruxelles. Oui. Et c'est en fait là que vous vous rendez compte que c'est une forme d'écriture orale, quoi, l'improvisation. Totalement. Mais c'est surtout que je me rends compte que on a beaucoup plus d'imagination que ce qu'on pense. C'est-à-dire que l'imagination, c'est quelque chose qu'il faut forcer. C'est-à-dire qu'il faut créer des portes, il faut créer des clés, et puis ça s'ouvre. Et puis il faut s'autoriser à voyager dans son esprit. C'est comme l'écriture. Il faut s'autoriser à dépasser certaines frontières. Mais c'est une forme d'écriture. Pour moi, les gens qui sont forts en improvisation, comme Édouard Baird, par exemple, moi, je dis toujours que c'est un auteur. Quoi. On est bien d'accord. Mais ça l'est. D'ailleurs, quand il fait ses monologues et qu'il improvise... on sent qu'il part dans une direction imprévue. Il est extraordinaire pour ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une de ses interventions à Cannes, à l'ouverture du festival. Il y avait un pianiste à côté de lui qui l'accompagnait. Mais c'était sublime de créativité, d'intelligence, de culture, d'invention. Et effectivement, il était en train d'écrire. Mais l'écriture, c'est ça, vous avez tout à fait raison. Quand on écrit, il y a une forme d'improvisation. Et puis après, on remet les choses un peu en perspective. Mais donc ça. Là, vous qui êtes un peu un enfant compliqué, à problème, vous arrivez dans un truc d'impro, et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se décoince. Vous arrivez genre devant des gens que vous connaissez pas. Tout d'un coup, vous vous mettez à dire plein de trucs originaux. Ou vous aviez préparé? Non. J'apprends, ça a été aussi un truc assez fondamental, j'apprends, parce qu'au début, je pense qu'on arrive là, on improvise, improviser, c'est improviser. Ils me disent non, improviser, c'est pas improviser, il y a des règles. C'est comme la peinture, c'est comme dans tout. Et c'est là où se trouve la créativité d'ailleurs, c'est dans le cadre. Ah, donc il vous dit un sujet, donc ils me disent, pour apprendre à écouter, à regarder, pour pouvoir rebondir sur ce que dit l'autre, parce que sinon il n'y a pas d'impro. Ça se crée sur le propos de l'autre, par rapport à un élément. Donc, il faut écouter les sons. Donc, on va faire des exercices pour associer les sons. Et puis, on va faire des exercices pour associer les sens. Donc, c'est café, sucre, chaud, boire, tasse, matin, petit déjeuner. Et donc, il y a des associations comme ça qui se font très, très rapidement. Du coup, quand vous êtes en face de quelqu'un pour faire une impro, vous chopez les sons, vous chopez les sens, vous le regardez, vous apprenez à regarder, vous apprenez à écouter. Et j'ai appris tout ça. À regarder, à écouter. J'ai rien écouté ni regardé de ce que vous venez de dire. Non, mais vous m'avez vu. Non, c'était une blague. On joue au jeu Devine tes citations. Stéphane de Groot, je vous lis des phrases de vous et vous devez me dire où vous avez... Si je la trouve bien ou pas. Voilà. Exemple. En repassant par leur chambre aujourd'hui, je regarde avec une tendre mélancolie les différences de taille annotées sur le rebord de la porte. Elles semblent proportionnelles au temps de mes absences, comme si les jours loin d'elles se comptaient en centimètres. J'ai beaucoup aimé ça. Merci. Ça, c'est où? Mais ça, c'est comme dans beaucoup de familles, je pense. C'est dans ce livre-là. Oui, c'est dans ce livre. Ah, vous me demandez... la réponse que j'attendais, oui. C'est parce que je parlais dans le champ de mes enfants. Là, c'est là où, pour moi, vous devenez écrivain. C'est avec ces phrases-là. Parce que il y a une émotion. C'est l'histoire de votre paternité. Vous avez 2 filles. Et étant souvent à Paris, vous avez eu l'impression d'être absent. Et vous regardez sur le mur les tailles et vous repensez à tous ces jours où vous étiez absent. Mais vous le dites autrement. Vous dites « Elle semble proportionnelle au temps de mes absences, comme si les jours loin d'elle se comptaient en centimètres. » Mais ça, c'est du Blondin. Je vous fais un hug. Non, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte comme... vraiment, hein, sérieux, une seconde, comme ça me touche ce que vous me dites. Vous êtes quelqu'un qui a évolué dans le monde littéraire depuis longtemps. Je vous regarde depuis longtemps. Moi, je débarque par effraction dans ce monde-là. Et d'avoir quelqu'un comme vous qui appréciez cette écriture, moi qui me sens illégitime dans tout ce que j'entreprends, ça me touche énormément. Alors, voilà. Une autre phrase de vous. À ma mère qui a fait de moi un fils, à ma femme qui a fait de moi un mari, à mes filles qui ont fait de moi un père, et à ces femmes qui ont fait de moi un homme. Ça, ouais. C'est écrivain. Désolé. Je prends. Merci. C'est la dédicace que je fais dans mon premier bouquin, Voyage en absurdie. Voyage en absurdie, 2013. Quel est le rôle que vous avez préféré? Un fils, un mari ou un père? Oh. C'est vache. C'est vache. C'est vache. Oh là là.
Mon rôle de mari, il est un peu terminé puisque je me suis séparé de ma femme. Le rôle de fils, ma mère n'est plus là, mais c'est le rôle de père, bien sûr, c'est le rôle de père, parce que c'est ce que j'ai de plus précieux. Ce sont mes enfants, comme beaucoup. Enfin, et c'est pas compliqué d'être un père quand on a eu une enfance comme la vôtre, avec divorce, viol, avec tout ça. Ce qui est compliqué, c'est de ne pas avoir le mode d'emploi. Et j'ai eu une femme. Votre père était absent, hein, il n'était pas là. Oui, absent, pas d'autorité. Ce qui était compliqué, c'est de me demander comment il fallait faire. Ça fonctionne comment être un père. Alors, bien des gens ne savent pas quand leurs enfants arrivent comment ça se passe. Mais moi, j'avais vraiment pas de référent. Et en ce sens, c'est Odile, la mère de mes enfants, qui inconsciemment, indirectement, involontairement m'a montré la voie. C'est-à-dire que je la regardais faire, et puis je regardais les autres, et je me disais, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis, à un moment donné, c'est mes enfants qui m'ont aidé aussi à être père. Parce que on n'en parle pas assez souvent de ça. C'est les enfants aussi qui nous apprennent à devenir ce qu'on est. Ça s'inverse aussi. Et je trouve ça merveilleux dans la construction d'une famille, et dans le lien qui peut se former avec le temps entre les enfants et les parents. C'est qu'à un moment donné, les choses s'inversent, et c'est les enfants qui nous éduquent. Ouais, le chapitre sur Odile d'Outremont et vos deux filles est vraiment très bouleversant. On continue les phrases. Bien sûr. Ado, l'essence de l'adulte. Ado, l'essence de l'adulte. Oui. Où est-ce que vous avez écrit ça ? En mémoire de mes souvenirs. Non, c'est dans le livre de mots. Ah oui, vous avez raison. 2019. Vous avez raison. Voilà, j'ai gagné. Et vous dites aussi l'adolescence est la convalescence de l'enfance. Oui. C'est-à-dire qu'on se remet... L'adolescence, c'est déjà une sorte de retraite, quoi. on est un retraité de l'enfance. C'est ça l'idée ou pas ? Mais oui, mais je pense que... On se remet de l'enfance dans l'adolescence. Oui, on essaie de se remettre de ça, parce que je pense qu'on se remet... c'est pas en roulant en moto, pour revenir jusqu'à vous, je sais pas pourquoi je pensais à ça. Je pensais à ce que c'était que l'enfance, et j'avais l'impression que puisqu'on parlait de futur, de présent au début de cet entretien, je me disais en fait l'enfance, c'est le futur. Parce qu'on va vers l'enfance. En fait, on retourne vers l'enfance. On ne le quitte jamais, l'enfance. On court après l'enfance. Et donc, elle est devant nous. Ah oui. D'ailleurs, souvent, les souvenirs d'enfance les plus anciens remontent quand on est très vieux. En plus. Oui. Et puis, on devient très enfantin quand on est vieux. Mais c'est surtout que je pense que, c'est pas moi qui le dis, qui a cette réflexion-là, mais c'est vrai que, c'est Brel d'ailleurs, toute sa vie, on court après cette enfance. Et je pense, quelque part, qu'on s'arrête à un certain âge. Vous n'avez pas l'âge que vous avez, je ne pense pas que j'ai l'âge que j'ai. Je pense qu'on a un âge où on s'est arrêté à 13, 14, 15 ans, et puis le corps vieillit, et puis l'esprit évolue, mais je pense qu'on est figé dans un certain âge. Vous dites aussi, on met une vie à mourir. Oui. Ça, j'aime beaucoup ça. Et il y a ça aussi. Alors, est-ce que vous pouvez lire mon écriture ou pas ? Parce que c'est plus beau si c'est vous qui lisez ça. Ah, c'est chouette que vous ayez repris ça. Mais oui, mais elle est chouette, mon émission. De 0 à 10 ans, on met 10 ans à grandir. De 10 à 20 ans, on met 10 ans à comprendre qui on est. De 20 à 30 ans, on passe 10 ans à faire la fête. De 30 à 40 ans, on met 10 ans à gérer une famille. De 40 à 50 ans, on met 10 ans à comprendre qui on est. De 50 à 60 ans, on met 10 ans à comprendre ce qu'on est devenu. De 60 à 70 ans, on met 10 ans à comprendre ce que l'on n'est plus. Moi, je suis dans la dernière période, là, entre 60 et 70 ans. Bienvenue au club. Moi, je suis dans celle où on va mettre 10 ans à comprendre ce que l'on n'est plus. Super, merci beaucoup Stéphane. On fait rapidement les 10 questions. Oui, vous avez dit que c'est déjà fini. Mais bien, malheureusement, oui, malheureusement, c'est déjà fini. Encore pendant, mais bien sûr, moi un aussi. jour ou deux. Moi aussi. Non, vous ne faites pas des week-ends de discussion. On peut se retrouver après. Alors, les 10 questions compliquées de moi-même. Oui. Pourquoi lire des livres au lieu de scroller sur TikTok ? Parce qu'un livre, c'est... scroller, c'est passif, en fait. Et alors que lire, on est actif. On parlait d'imaginaire. Oui. On se crée un monde, on est actif. On a l'impression d'être passif, mais non, on est actif. Très très bonne réponse. Que savez-vous faire que ne fait pas ChatGPT ? Créer ChatGPT ou lui poser des questions. ChatGPT ne se pose pas de questions. Non, c'est vrai. Êtes-vous sûr que votre livre sert à quelque chose ?
je suis... vous me cueillez. Je ne sais pas s'il sert à quelque chose. En tout cas, moi, il me sert à être là aujourd'hui avec vous. Oui, c'est énorme. Oui. Pensez-vous qu'un écrivain doit être gentil? Alors, je me suis souvent posé cette question. J'aime bien l'idée de savoir qu'un écrivain est gentil s'il écrit des choses méchantes, mais c'est pas cette phrase-là c'est pas cette réponse-là que je vais vous proposer. C'est que voilà par exemple quelqu'un dont j'aime l'écriture et qui n'est pas quelqu'un de gentil. Je pense à Yann Moix. Je pense que c'est pas un type gentil, mais j'adore son écriture. Oui. Donc. Oui, voilà. Oui. En fait, on demande surtout à l'écrivain d'écrire. Voilà. Ouais. La littérature doit-elle réparer le monde? En tout cas, je pense qu'elle apaise les âmes, ce qui est déjà beaucoup. De là à ce qu'elle répare le monde, qu'est-ce qui répare le monde Non, je pense plutôt aux âmes qui vont peut-être un peu mieux avec la lecture. Oui, notamment de votre livre. Merci. Y a-t-il une mode que vous regrettez d'avoir suivie? Je ne suis pas les modes. Donc je ne regrette pas d'avoir suivi une mode en particulier. Vous êtes plutôt habillé de manière extrêmement hype. Écoutez, par exemple, j'ai les chaussettes rouges. Ah non, depuis, ça c'est interdit. Ans. C'est interdit. Voilà, donc ce n'est pas la mode. Non, c'est interdit. Mais ce n'est pas la mode. Préférez-vous regarder une série ou vous promener dans la nature? Faut être honnête là. Habillé d'une certaine manière? Non, je préfère regarder une série. Ah oui, vraiment? Vous n'êtes pas je suis honnête. Ah oui, c'est honnête. Sinon, je vous aurais dit promener dans la nature. Faut-il séparer l'œuvre de l'artiste? Ça, c'est une éternelle question. Pour moi, écrire, c'est la transpiration de l'âme. Ça suffit. On arrête là, c'est trop bien. Ça suffit. Là, tout est dit, là. Comment savez-vous que votre livre est fini? Quand je me sens prêt à en écrire un autre. Ah oui, c'est bien. Moi, c'est quand il me sort par les trous de nez, quand j'en ai marre. Oui. Oui. Quand je suis dégoûté de mon livre, c'est qu'il est fini. Ah oui, d'accord. Oui. Mais vous êtes comme le peintre à vouloir en permanence rajouter une phrase, un truc, une couleur, à un moment, non, il faut publier. Oui. Voilà. Pour arrêter de corriger, il faut publier. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Oh, pourquoi pas. Vous savez, ce qu'on va faire, c'est qu'un jour, on va faire l'inverse. Moi, je vais vous inviter dans votre émission. Bien sûr. On fait ça? Dernière question. On dit qu'écrire, c'est vivre deux fois. Mais entre nous, n'est-ce pas surtout une excuse pour ne pas vivre du tout? Ah non. C'est tout le contraire. Pour moi, écrire, c'est vivre 1000 fois. C'est vivre autant de fois qu'on écrit une phrase. C'est... Ah non, au contraire, c'est 1000 vies. Je rajoute une dernière question, parce que j'ai oublié de vous parler de votre pièce de théâtre que vous avez écrite, qui s'appelle Un léger doute, en 2023, mise en scène par mon ami Jérémy Lippmann. Et c'était vraiment du théâtre absurde à la Ionesco. Hein, c'était, je résume, hein, c'était une idée pyrandélienne. La pièce commençait par la fin. Donc on arrivait, on faisait les saluts, rideau, la lumière se faisait dans la salle, et les gens se disaient, tiens, moi, lors de la première, j'entendais des gens qui disaient, mais ah oui, il est absurde, mais c'est pas à ce point-là quand même, c'est pas terminé. À ce moment-là, il y a des gens qui sortaient ou pas? Mais il y avait il y avait un moment de flottement. Et puis le rideau se lève, la lumière se fait, et ça c'est pour la mise de la représentation suivante. Donc il n'y a plus rien sur la scène. Donc les gens se demandaient vraiment ce qui se passait. Et puis moi j'arrivais en tenue de ville en disant salut tout le monde, à demain. Et à ce moment-là arrive ma partenaire de jeu qui était Constance Delay, qui commençait les répliques de la pièce. Et donc moi je ne comprenais pas pourquoi elle continuait à jouer, puisque pour moi c'était terminé. Et elle ne voulait en fait jamais terminer de jouer, parce que c'est le comédien qui doit lâcher son costume. Donc c'est la fin de quelque chose. Et donc c'était un peu cette idée-là. Et ça s'appelle Un léger doute parce que est-ce qu'on est là, est-ce que le présent existe ou pas, et en fait l'histoire de la pièce dans la pièce, c'est que j'arrivais chez moi en annonçant à ma femme que j'étais mort. Ça me fait penser à une phrase de vous, qui sera la conclusion de l'émission, malheureusement. La fin a commencé avant même que le début ne se termine. Ça, vraiment, merci aussi pour cette phrase-là. Merci. Donc, je vous ordonne évidemment de lire En mémoire de mes souvenirs de Stéphane de Groot aux éditions de l'Observatoire. Je remercie toute l'équipe du Figaro TV d'être aussi patiente, parfois discrète, parfois pas. Vive la République, vive la France. Bonsoir. Vive vous, mais vive vous, ça fait bizarre. Vive la Belgique.
Oui, par exemple. Vous mériteriez d'être belge. Ah, c'est gentil. C'est vrai, mais c'est un C'est un vrai compliment, que je vous très fais, beau mais compliment. je vous aime beaucoup. J'ai déjà une épouse belge, Amélie Nothomb. Ah oui. Ah oui. Bonsoir. Bonsoir. À bientôt. Vous avez des enfants avec elle? Vous avez pas le... J'ai des enfants. Non, j'ai pas d'enfants avec elle. Ah Les bon? enfants sont avec une autre, oui. Je pense que vous avez des enfants avec elle. Un chat. Peut-être, c'est pas Vous avez vrai. pas un chat avec elle? Oui. Vous avez fait un chat avec elle? Mais j'ai fait un chat.